l'heure d'information sur RTI 1. Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Le sommaire de cette édition. Décès du président tchadien Idriss Déby Itno, des suites de blessures reçues alors qu'il commandait son armée dans des combats contre des rebelles dans le nord du Tchad. Le maréchal à la tête du pays venait d'être réélu pour un nouveau mandat. Le président de la République ivoirien a exprimé sa compassion au peuple tchadien. Et Alassane Ouattara, en Côte d'Ivoire, soutient la communauté musulmane en cette période de Ramadan. Il a fait porter au COSIM un important don, essentiellement constitué de sucre, de riz et de numéraire. L'ouverture demain du premier séminaire du gouvernement. L'ensemble des ministres devra définir les grandes lignes du plan d'action prioritaire sectoriel suivant la vision du programme Côte d'Ivoire solidaire. Bienvenue dans ce 23h. Le président tchadien Idriss Déby Itno a été mortellement blessé lors d'affrontements avec des rebelles ce week-end. Il venait d'être réélu pour un 6e mandat selon des résultats provisoires annoncés lundi dernier. Un conseil militaire de transition de 15 généraux a pris le pouvoir ce jour pour une durée de 18 mois avant la tenue d'élections libres et démocratiques. Ce conseil est conduit par Mahama Idriss Déby, le fils du défunt président tchadien, l'exposé de Abou Sanogo. Le président du Tchad, le maréchal Idriss Déby Itno, est mort ce mardi 20 avril à 68 ans. C'est ce qu'a annoncé le porte-parole de l'armée sur la télévision nationale tchadienne au cours d'une opération militaire. Le maréchal du Tchad, président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, Idriss Déby Itno, vient de donner son dernier souffle en défendant l'intégrité territoriale sur le champ de bataille. Combattant et homme de terrain, il n'hésitait pas à être au premier rang des combats pour défendre son pays. Depuis des semaines, des combats avaient commencé dans le nord du pays, entre les forces tchadiennes et les rebelles du FACT, le Front pour l'alternance et la concorde au Tchad. Il aurait été blessé lors d'une opération menée contre ces rebelles du FACT. Après sa mort, l'armée a annoncé la dissolution du gouvernement et de l'Assemblée nationale ainsi que la mise en place d'une transition. Celle-ci sera dirigée pour une durée de 18 mois par un conseil militaire dont le général Mahama Idriss Déby Itno a pris la tête. À la suite des élections présidentielles du 11 avril dernier, le maréchal Idriss Déby Itno venait d'être réélu pour un 6e mandat avec 79,32% des voix, selon des résultats officiels provisoires publiés hier lundi. Il est arrivé au pouvoir en 1990 à la suite d'un coup d'État. Idriss Déby était au pouvoir depuis 30 ans. Et en soutien au peuple tchadien frappé par le deuil, le chef de l'État ivoirien exprime sa compassion par un tweet en ces termes. C'est avec consternation que j'ai appris le décès tragique de mon ami et frère, le président Idriss Déby Itno. Je salue la mémoire d'un grand patriote, un homme courageux et engagé pour la paix au Sahel. J'adresse mes condoléances les plus émues à sa famille, à ses proches ainsi qu'au peuple frère de la République du Tchad. Que son âme repose en paix. Fin de citation. En Côte d'Ivoire, le nouveau gouvernement a été annoncé avec de grands objectifs définis en ces termes, gouvernement de mission, de combat. Eh bien, pour l'atteinte de ces objectifs, il s'ouvrira dès demain le premier séminaire de travail du gouvernement. Les membres de ce gouvernement auront 3 jours pour finaliser le programme d'action prioritaire pour 2021. La contribution du secteur privé ivoirien est attendue au cours de ces échanges. Des précisions avec Alexis Ouedraogo. Le Premier ministre Patrick Achi ouvre ce mercredi un séminaire. Il porte sur l'adoption du programme de travail du gouvernement. Le 7 avril dernier, le chef de l'État donnait des consignes claires, une équipe gouvernementale efficace dans ses tâches pour améliorer de façon perceptible le quotidien des populations. Les défis sont encore nombreux pour la mise en œuvre réussie de notre ambitieux programme de développement intitulé « Une Côte d'Ivoire solidaire » qui place chaque Ivoirienne et chaque Ivoirien au cœur
de l'action de l'État. C'est pourquoi nous devons aller encore plus vite pour l'amélioration du bien-être de nos concitoyens. Je vous demande donc de vous mettre au travail dès à présent et de traiter les dossiers avec célérité et diligence. Si les grandes lignes de la vision sont tracées, reste à définir dans la pratique le programme d'action prioritaire adossé au PND 2020-2025 en cette année où l'Ivoirien devrait jouir pleinement des performances enregistrées ces dernières années par le pays. Ce séminaire, dont les travaux sont prévus du 21 au 23 avril prochain, sera un grand oral des ministres qui devront présenter et défendre les actions majeures à réaliser les mois à venir. Et le chef de l'État a été très précis sur le suivi strict qui sera fait pour en garantir l'efficacité. Je vous demande, Monsieur le Premier ministre, de me produire régulièrement un document d'évaluation du travail des différents membres du gouvernement. Coopération, défense, sécurité, emploi, gouvernance, les départements ministériels devront présenter des programmes à impact concret sur le bien-être des populations qui, elles, en attendent beaucoup. À la primature, le défunt Premier ministre Ahmed Bakayoko est immortalisé. Son portrait figure depuis ce jour dans la galerie de photos des premiers ministres de Côte d'Ivoire. Ahmed Bakayoko, on le rappelle, aura dirigé le gouvernement ivoirien du 30 juillet 2020 au 10 mars 2021. Cette cérémonie en sa mémoire fut conduite par l'actuel Premier ministre, chef du gouvernement, Patrick Achi. Au Conseil économique, social, environnemental et culturel, la reprise est effective depuis la prise de fonction officielle du président Eugène Akaawele. Les conseillers de cette assemblée se sont accordés sur une seule vision, le bien-être des Ivoiriens. On voit cela avec Éric Corret. Il est désormais aux commandes du Conseil économique, social, environnemental et culturel. Nommé le 6 avril dernier, Akaawele, le nouveau président de cette institution, se dit prêt à assurer ses nouvelles fonctions avec engagement. Il a fait savoir lors de son premier discours tenu devant l'ensemble des conseillers économiques, sociaux, environnementaux et culturels. L'ancien ministre de la Santé a présenté sa vision, non sans rendre hommage à ses prédécesseurs. En jetant un regard rétrospectif sur notre chambre consultative, il apparaît nécessaire, il apparaît clairement que celle-ci a bénéficié des compétences et des qualités de nombreux Ivoiriens et Ivoiriennes. Ceux-ci ont en effet su apporter leurs précieuses contributions en formulant des avis utiles et pertinents qui ont appuyé l'action du gouvernement dans sa quête sans relâche de progrès pour notre nation et de bien-être pour ses braves populations. Ces braves populations sont devenues de plus en plus exigeantes et Akaawele en est conscient. C'est pourquoi il demande la contribution de tous les conseillers pour atteindre ces objectifs. C'est dans la concorde et avec la participation effective de tous que nous parviendrons à apporter notre pierre à l'édifice national. Les questions environnementales avec l'érosion côtière et le réchauffement climatique, de même que la déforestation, les préoccupations du milieu agricole afin d'améliorer le pouvoir d'achat des agriculteurs et de permettre une diversification de leur production, l'amélioration de l'outil de travail des paysans, mécanisation de l'agriculture et la sécurisation des terres agricoles. Des idées partagées par l'ensemble des conseillers. Tout ce qui a été dénoncé, et nous pensons que, comme il a indiqué lui-même, que c'est vraiment la continuité. Et comme tout s'inscrit dans la vision du chef de l'État, nous pensons que le travail va se faire. Mais aussi féliciter le nouveau président pour sa nomination, parce que c'est un parcours qui indique le chemin de l'excellence, le chemin du travail bien fait et le chemin de tous ceux qui participent au développement de la nation. Le Conseil économique, social, environnemental et culturel est une assemblée consultative dont la mission est d'accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre de sa politique sociale.
À présent, une autre page de ce journal axée sur le Ramadan 2021. En Côte d'Ivoire, cette période a débuté il y a à peine une semaine. Cette période est dédiée à la prière, la méditation. Pour tout musulman, les aumônes sont aussi recommandées. Le Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques en Côte d'Ivoire a dans ce cadre reçu un important don du président de la République, Alassane Ouattara. Un don qui est à répartir sur tout le territoire national, nous dit Parga se reconnaît. Siège du COSIM situé à la grande mosquée de Trécheville. De par ce geste, le conseiller spécial du président de la République chargé des cultes et des affaires sociales, Drissa Koné, remet à la communauté musulmane à travers le COSIM, Conseil supérieur des imams des mosquées des affaires islamiques, le don du chef de l'État. Ce don du président de la République, Alassane Ouattara, vise à soutenir la communauté musulmane pendant ce mois de Ramadan, mois de piété et de partage. Il est composé de 68 tonnes, 300 kilos de sucre sont offertes aux structures, aux associations, aux mosquées et autres institutions religieuses. 66 tonnes de riz sont attribuées à ces mêmes entités pour Abidjan. Pour l'intérieur du pays, 345 tonnes 200 kilos qui sont offertes et 339 tonnes de riz qui sont attribuées à ces mêmes entités. En espèces, c'est la somme de 1,5 million que je vais solennellement remettre au cheikh Ali Ouattara. Koné Drissa, profitant de l'occasion, a exhorté les hommes de Dieu et les fidèles à multiplier prières et adorations pour la paix, la stabilité et le développement de la Côte d'Ivoire. Le message de l'émissaire du chef de l'État, bien perçu par les responsables du COSIM qui ont tenu à traduire toute leur gratitude au président de la République. Ce que le président a fait, ce n'est pas seulement pour le COSIM, mais plus de 300 tonnes de riz et de sucre seront distribuées à travers toute la Côte d'Ivoire. Merci à M. le Président de la République. Que la sérénité, la cohésion, l'entente se répandent sur la Côte d'Ivoire. Prière pour le chef de l'État Alassane Ouattara et pour son gouvernement. Prière pour les filles et fils de la Côte d'Ivoire. Louanges, invocations et bénédictions. Des temps forts qui ont également meublé cette cérémonie de remise officielle du don du président de la République à la communauté musulmane de Côte d'Ivoire. Un autre don en provenance cette fois de l'Arabie Saoudite, du Royaume d'Arabie Saoudite, en soutien à la communauté musulmane de Côte d'Ivoire dans ce temps de pénitence. Un don de 75 tonnes de dattes, une cargaison offerte à la communauté musulmane, un geste du roi saoudien reçu par la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Kandia Camara. Témoin de cette cérémonie, Michel Digré, il nous raconte tout, on regarde. Fruits aux multiples vertus nutritionnelles, les dattes constituent une prescription du prophète Mahomet et sont qualifiées de fruits du paradis. Le roi d'Arabie Saoudite Salman Ben Abdelaziz offre 75 tonnes de dattes aux musulmans de Côte d'Ivoire en cette période de carême. C'est l'ambassadeur saoudien accrédité en Côte d'Ivoire qui a remis ce don au ministre d'État, ministre des Affaires étrangères. Kandia Camara rappelle la qualité des relations diplomatiques entre les deux pays. L'engagement constant du gouvernement saoudien aux côtés du peuple ivoirien s'exprime à des degrés divers, notamment sur le plan religieux, avec l'augmentation significative du quota des Ivoiriens candidats au pèlerinage à la Mecque, dont le nombre est passé de 9 000 en 2019 à 10 000 en 2020 d'une part, et à l'admission de la Côte d'Ivoire sur la liste très restreinte des pays éligibles à l'initiative du programme Route de la Mecque pour faciliter les conditions d'accomplissement du 5e pilier de l'islam pour nos compatriotes. D'autre part, sur le plan économique, l'appui du Fonds saoudien de développement a permis la réalisation de plusieurs projets d'infrastructures socio-économiques en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire et le Royaume d'Arabie Saoudite sont résolument engagés sur la voie de la diversification de leur coopération économique et politique. En témoigne l'accord 4 signé entre les deux pays le 5 février dernier à Abidjan.
Et cette tradition de l'aumône durant le mois de Ramadan est aussi perpétrée dans la région du Sud Comoé. Au nom de la communauté musulmane de cette région, les imams ont réceptionné 30 tonnes de riz, 20 tonnes de sucre et 11 millions de francs CFA. Un don du président du conseil régional, Eugène Akaawele. Nous en parlons avec Mamadou Kouassi. Ces cartons de sucre et ces sacs de riz constituent un échantillon de 30 tonnes de riz et de 20 tonnes de sucre destiné à la communauté musulmane du Sud Comoé. Un don des cadres de cette région pour accompagner les fidèles musulmans à accomplir dans de meilleures conditions le Ramadan, quatrième pilier de l'islam. C'est de soutenir la communauté musulmane du Sud Comoé qui, dans ce mois béni, observe le Ramadan. Une période propice à la méditation, à la prière et aux bénédictions. Bénédiction au président de la République, bénédiction à l'ensemble de la Côte d'Ivoire pour la cohésion et la paix. En plus de vivres, la somme de 11 millions de francs CFA a été remise aux imams des 4 départements du Sud Comoé. De quoi encourager les guides religieux à poursuivre les invocations quotidiennes. Nous allons, Inch'Allah, partager, non seulement entre les fidèles musulmans, et les imams aussi vont profiter. C'est un don qui vient à un moment de pénitence, un moment de bénédiction, un moment de prière et un moment aussi de reconnaissance à Dieu le Tout-Puissant. Cette cérémonie de remise des vivres aux musulmans a été l'occasion pour ces populations de traduire également au président Alassane Ouattara la reconnaissance de toute une région pour les actions de développement, mais aussi pour la promotion de ses cadres. Le ministre d'État, Kobeno Kwasi Adjoumani, et Dr Eugène Akaawele, président du CESEC, Conseil économique, social, environnemental et culturel, par ailleurs président de la région du Sud Comoé, se sont réjouis de la volonté des guides religieux à œuvrer davantage pour la cohésion et la paix en Côte d'Ivoire. Ce rassemblement de ce soir est l'expression de notre reconnaissance envers le président de la République, reconnaissance pour les actes qu'il pose dans le Sud Comoé et pour la distinction qui vient d'être faite à notre frère Akaawele. Je vous demande de beaucoup prier pour le président de la République. Il s'agit donc pour nous de permettre à la communauté musulmane de se mettre à l'abri des soucis matériels afin de se consacrer particulièrement à la prière et aux jeunes, gage de la réussite de leur rôle d'intercession pour la Côte d'Ivoire et tous ceux qui ont autorité et influence. Chers imams, je puis vous assurer que vos prières nous sont nécessaires. Nous sont nécessaires afin de réussir les missions à nous confier à tous les niveaux. Cette cérémonie de remise des vivres à la communauté musulmane du Sud Comoé pendant le Ramadan est à sa 3e édition. Elle est une initiative d'Ibrahim Magassa, cadre de Grand Bassam. La première partie de cette rencontre a été une séance de lecture intégrale à plusieurs reprises par l'ensemble des imams du Sud Comoé, réunis à la grande mosquée de Grand Bassam. Une séance de lecture suivie de bénédictions faite par le cheikh Adiatou Sanogo pour accompagner les initiatives de paix et de développement menées par le président de la République Alassane Ouattara et par son gouvernement. Un tout autre sujet. À présent, les ministres sont à la tâche pour le développement des institutions sous leur tutelle. La ministre Anne-Désirée Ouloto visitait ce jour dans ce cadre l'École nationale d'administration à la tête du ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration. Elle a souhaité s'informer des besoins de cet établissement et dans ce centre de formation de l'élite ivoirienne. La nouvelle vision de l'administration publique a été annoncée. Jean-Marc Djadji. La nouvelle ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, Anne Ouloto, accueillie par la directrice de l'École nationale d'administration, Salamata Traoré. Première étape, la visite des infrastructures de cette école de formation de l'élite ivoirienne. La cantine, les salles de classe, les amphithéâtres et l'infirmerie, tous sont passés au peigne fin par la ministre et son secrétaire d'État, Brice Kwasi. Cette incursion est l'occasion pour ces autorités gouvernementales de s'entretenir avec la direction de l'ENA et de s'informer sur l'évolution de cette école d'excellence creusée de l'administration ivoirienne. Après ces échanges, la ministre Anne Ouloto a orienté les cadres de la fonction publique sur les grandes lignes de son programme lors d'une rencontre solennelle. Je pense à ce propos singulièrement
à la production des arrêtés d'admission aux concours administratifs, aux arrêtés de reclassement, à la mise en formation des personnes déclarées admises au concours, de leur affectation et de leur premier mandatement. J'inscris à ce registre la problématique de l'admission à la retraite, pour laquelle j'appelle à une réflexion approfondie. Fonctionnaires et agents de l'État ont été invités à assumer leurs obligations. J'attends beaucoup de vous. Votre loyauté à l'État, votre disponibilité et votre dignité dans l'exercice de vos fonctions. De même que la recherche permanente de l'efficacité et de la performance ne doivent jamais être prises à défaut. La ministre de la fonction publique, Anne Oulouto, est à sa première sortie après sa nomination le 6 avril 2021 à la tête de ce département ministériel. Cette autre visite des structures de l'État, effectuée cette fois par le ministre de la Communication, des médias et de la francophonie, Amadou Koulibaly, s'est entretenu avec les responsables de l'ISTC Polytechnique et ceux du FDSP. Des orientations stratégiques pour le dynamisme de ces structures ont été données à cette occasion. Walter Amadou Ouattara. Accueil chaleureux pour le ministre de la Communication, des médias et de la francophonie au siège du Fonds de soutien et de développement de la presse, FSDP. Cet établissement public national a entre autres pour mission le financement de la formation du personnel des entreprises de presse et la garantie des emprunts des sociétés de communication audiovisuelle. Après une présentation du FSDP, cette prise de contact du ministre s'est transformée en séance de travail. Des échanges ont permis à la responsable des lieux d'exposer les projets urgents. Les orientations du ministre, voilà, qui veut que le périmètre d'intervention du FSDP s'élargisse aux médias numériques, qui veut que tout ce qui est les aspects contrôle, afin que les ressources que l'État met à la disposition du fonds ce soit bien géré. À l'Institut des sciences et techniques de la communication, c'était quasiment le même exercice. Notre vision, être la référence de la formation des professionnels de l'information, de la communication et du numérique. Le ministre de la Communication, des médias et de la francophonie a traduit sa volonté de redynamiser les structures visitées ce jour. La visite à l'ISTC nous a permis de voir tout le travail qui a été fait par le directeur général, M. Damoussa. L'ISTC aujourd'hui peut se targuer de dépasser le cadre de la Côte d'Ivoire et chercher à conquérir donc l'espace sous-régional dans un premier temps en raison de la qualité de la formation qui est fournie. Nous avons pu donner quelques orientations allant dans le sens de l'élargissement du périmètre du FSDP en tenant compte des nouveaux médias aujourd'hui, mais en tenant compte également de l'ouverture de l'espace audiovisuel qui voit arriver des chaînes privées donc dans notre espace, avec notamment la réalisation de la TNT, la télévision numérique terrestre. Donc c'est toutes ces orientations que nous avons données. Pour atteindre ces objectifs, le ministre Amadou Koulibaly compte sur la contribution de tous les acteurs du secteur. Nous sommes mardi, jour du dossier économique, et ce soir il porte sur l'apport des fêtières aux PME. Quel est l'impact réel de ces associations sur ces entreprises qui pour certaines ont des difficultés? Cheikh Koné a enquêté sur le sujet. On regarde. Derrière la façade de cette fabrique de 400 mètres carrés se trouve une petite et moyenne entreprise, celle d'Alimata Koulibaly, spécialisée dans l'agrotransformation. Voilà maintenant 12 ans que l'aventure entrepreneuriale d'Alimata a débuté non sans difficulté sur toute sa chaîne de valeur, de la transformation au financement, en passant par la commercialisation de ses produits. Il y a une autre commande pour le mois de Ramadan
qu'on doit livrer demain. Est-ce qu'on pourra? Non, demain, c'est pas sûr. C'est pas sûr. Face aux obstacles de démarrage, elle choisit de s'affilier à une fêtière de PME. Il y a de cela 10 ans, l'agrotransformation n'était pas aussi vulgarisée comme on le voit aujourd'hui. Mais je sentais que c'était un projet d'avenir. Il est innovant, donc en restant seul, on est isolé. Pour adhérer à ce groupement, Alimata a fourni, en plus de son agrément d'exploitation, un droit d'adhésion qui oscille entre 200 et 500 000 francs CFA en fonction des fêtières. L'avantage d'être dans une fédération, c'est de surtout avoir les informations. Ces informations, Inès Kouakou, gérante d'une PME dans l'édition, dit les avoir sans pour autant adhérer à une association de PME. Elle n'en voit pas l'utilité. La PME en Côte d'Ivoire se débat au quotidien, fêtière ou pas. Donc, tant qu'à y faire, je préfère en tout cas, avec nos propres efforts, essayer justement de sortir, on va dire, de l'abîme ou bien de pouvoir se faire une place au soleil. L'entreprise d'Inès a 10 ans d'existence. Son projet entrepreneurial est la portée de bout en bout, seule, sans l'aide d'une fêtière. Enfin, c'est peut-être un regard de loin, mais je ne vois pas exactement ce qu'ils font pour aider véritablement les petites et moyennes entreprises à émerger. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, l'écosystème des PME est très dynamique, mais le foisonnement des associations ou groupements avec des objectifs aussi divergents que multiples retarde le développement de ces entreprises. Ces dernières années, on en dénomme environ 8 qui disent tous défendre la cause des 90 000 PME recensées officiellement sur le territoire national. Il s'agit de la Fédération ivoirienne des PME, le Mouvement des PME, le Groupement des acteurs fédérations et assimilés, GAFA, la Confédération générale des PME et la dernière née, la Plateforme unique des PME. La liste n'est pas exhaustive, une floraison dont la pertinence des actions est diversement interprétée. Comment on peut justifier qu'il y ait autant de fêtières qui gèrent la PME? Et si ces fêtières-là se justifient, pourquoi on a autant de problématiques que la PME n'arrive pas à régler? Parce qu'une fêtière est censée apporter à ses adhérents au moins un minimum d'accompagnement. Accompagnement pour lever du crédit, accompagnement pour la négociation même sociale, pour pouvoir réduire les impôts ou l'impact de l'impôt. En 2014, une loi d'orientation a été adoptée par le Parlement pour renforcer le cadre légal et juridique des PME. Bien avant, c'était la mise sur pied du programme Phoenix conçu pour le développement des PME sur la période 2015-2020. Il était doté d'un montant global d'environ 96 milliards de francs CFA. À ce jour, les petites et moyennes entreprises ont-elles réellement tiré profit de ces outils? Pour les acteurs de l'écosystème, le manque de synergie entre les actions des associations et la pluralité des interlocuteurs a fragilisé l'impact réel de ces mesures. Désiré Conan, chef d'entreprise depuis une quinzaine d'années, fait partie de ceux qui réclament une nouvelle approche. La PME qui s'installe a simplement besoin d'accompagnement. Et l'accompagnement ne se retrouve pas forcément dans les fêtières. L'accompagnement se retrouve dans la qualité des accompagnants qu'on a. Et donc, l'État doit s'atteler à organiser un réseau d'accompagnants de belles factures qui est capable d'adresser les problèmes de la PME. Pendant qu'il est réclamé un nouveau paradigme pour la prise en compte réelle de l'encadrement des PME, depuis 8 mois, une crise larvée est ouverte entre deux des plus importantes fêtières, la FIPME et la Plateforme unique des PME. On a l'impression qu'aujourd'hui, la grande bataille, c'est de pouvoir contrôler les moyens pour pouvoir accompagner globalement les PME. Mais le problème ne devait pas être à ce niveau. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on fait pour que les moyens qu'on met à disposition bénéficient à la PME. D'où vient le problème? Un protocole d'entente signé le 22 septembre 2020 annonçait la création d'une plateforme unique des PME, une initiative à l'origine de la polémique. Le ministère nous a plusieurs fois invités à son bureau pour nous demander de marcher cette plateforme. Mais je dis quelque part non, simplement parce que cette plateforme, sur le plan des tests législatifs, des tests qui la réglementent, n'est pas conforme à ce qui existe. Ce n'est pas possible d'aller dans un système qui n'est pas conforme à la loi. Regardez au Nigeria, vous avez le Nigerian Manufacturing Association. Ils sont puissants. Allez au Maroc. Mais parce qu'ils ont décidé d'être tous dans, dans le même groupement pour réfléchir, pour trouver des solutions à leurs problèmes. Donc nous, il n'y a pas de guéguerre. Nous demandons simplement qu'ensemble, nous puissions nous retrouver pour aborder les vrais problèmes des PME. Une guéguerre jugée contre-productive pour l'écosystème des PME
qui fait déjà face à plusieurs problématiques sans issue. Ces fédérations ne sont pas là pour elles seules. Elles sont là pour accompagner les PME. Tant qu'il y a une guéguerre, nous sommes pénalisés. Donc vraiment de grâce qu'ils se mettent ensemble. Saisi du dossier, le ministère de la promotion des PME, pointé du doigt à tort ou à raison, manœuvre entre les différents protagonistes pour une sortie de crise. Au niveau du ministère, nous, on n'a pas de parti pris. Nous travaillons pour qu'il y ait l'unité, l'union dans l'action que nous voulons mener. Et ce que le ministre recherche, c'est plutôt l'unité, la cohésion pour être crédible. Parce qu'à plusieurs, on parle. Avec plusieurs voix, on ne sait pas qui écouter. 98% des entreprises formelles recensées sur le territoire national sont des petites et moyennes entreprises. Elles emploient plus de 24% de la population active du pays. Un vivier inestimable pour le développement économique de la Côte d'Ivoire. Parler d'une seule voix pour adresser efficacement leurs difficultés est, semble-t-il, l'ultime issue pour les rendre plus compétitives. Voilà, l'encadrement des PME en Côte d'Ivoire et l'impact des fêtières sur leur développement, un sujet développé par Cheikh Koné. Voyons à présent l'impact des actions de lutte anti-Covid sur l'évolution de la situation sanitaire en Côte d'Ivoire. Ce mardi 20 avril 2021, 44 nouveaux cas de Covid-19 sur 1767 échantillons prélevés ont été déclarés positifs. 38 nouveaux cas de guérison sont annoncés et malheureusement enregistré un nouveau cas de décès. Ce 20 avril, la Côte d'Ivoire compte 45 614 cas confirmés, dont 45 199 personnes déclarées guéries, 275 personnes décédées. Il reste encore 140 cas actifs et notez qu'un total de 100 316 personnes ont été vaccinées contre la Covid-19 dans notre pays. Dans l'actualité ivoirienne, cette arrestation du présumé meurtrier ivoirien d'une jeune dame à Cocody en Gré 9e tranche. Il vient d'être interpellé par la police criminelle. Sa victime a été agressée physiquement et abandonnée dans une résidence meublée à Angré 9e tranche. Il avait appâté sa victime, comme toutes les autres d'ailleurs, via les réseaux sociaux. Il a donc été appréhendé. Sa spécialité, le viol, le présumé meurtrier est un récidiviste. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Retour de l'information demain à 6h30 sur RTI1 et ce sera avec Régis Kofi. Excellente fin de soirée chez vous.